Alors, c'est très important de pouvoir faire le lien. Amal Abdelbaki nous a parlé tout à l'heure de comment faire le gâteau qui ressemble le plus possible à celui de la photo de la recette. Voilà. Alors, on espère bien que quelqu'un va beaucoup nous aider à faire ça en France. C'est Lydie Matevet, qui est la coordinatrice du réseau Transition et donc qui est une personne extrêmement importante pour nous toutes et nous tous ici. Lydie, bienvenue. Je ne vais pas plus loin, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Et je suis effectivement relativement impressionnée par le travail qui est fait au Québec. Et enfin, mon rêve, c'est d'arriver à ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé le travail. Et donc, je suis ravie de pouvoir vous présenter les résultats de l'enquête Delphi qui a été débutée. Concernant la collecte des indicateurs qualité. Et donc, c'est par là que tout le travail va commencer pour arriver au modèle SARPEP français. Donc, c'est un travail qui a été débuté il y a à peu près 1 an. Et l'idée, c'était vraiment d'implémenter cette démarche qualité dans l'intervention précoce en France. Mais comme vous l'avez dit, c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait encore... on ne nous inculque pas cette démarche qualité et elle est un peu difficile à mettre en œuvre. Mais l'idée, c'est vraiment d'offrir un cadre de référence aux équipes et des éléments de repère, d'harmoniser les pratiques sur le territoire national, de permettre à l'ensemble des équipes de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue pour... parce que l'objectif final, c'est ça, permettre aux jeunes de bénéficier des meilleurs soins possibles. Donc, on est parti de la littérature internationale et effectivement de tout ce qui est fait en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, pour arriver à partir d'une base solide et d'identifier les premiers indicateurs. Et pour arriver à un consensus en fait, au niveau national sur quels indicateurs étaient prioritaires et quels indicateurs devaient être reconnus, il nous a semblé important d'utiliser la méthode Delphi, donc, qui est une méthode d'obtention de consensus qui a été développée dès les années 50 dans les domaines de la planification, la stratégie, et qu'on a utilisée. La méthodologie du processus Delphi concernant le recueil d'indicateurs qualité en santé a largement été décrite par Corinne Alberti et ses équipes. Et donc, voilà, le Delphi, c'est une méthode qui est reconnue, qui est publiable, qui est efficiente, qui permet à chacun de répondre librement et qui permet d'obtenir un consensus fiable basé sur l'ensemble des opinions, avec plusieurs étapes que je vais décrire dans ma présentation. Première étape, c'était de définir quels experts allaient pouvoir participer à l'identification de ces indicateurs. Donc, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès des responsables des équipes d'intervention précoce et 50 responsables ont répondu à l'appel. Finalement, le premier round a été lancé en novembre 2024 et on a obtenu 45 réponses. Vous avez dans les petits camemberts en bas la répartition un petit peu des différents experts qui ont répondu. Donc pour 60% d'entre eux, c'était des femmes. 87% d'entre eux étaient des psychiatres adultes, avec quand même une représentativité de la pédopsychiatrie, alors certes un peu faible, mais elle était là, 10%. Majoritairement des non-universitaires, travaillant à l'hôpital, sur des structures donc, qui étaient pour 60% d'entre elles sectorielles, 27%, 60% d'entre elles intersectorielles, 27% sectorielles et 13% intersectorielles. Et là, on retrouve vraiment la représentativité en fait, des équipes qui sont sur le territoire national, avec une ancienneté, pareil, très représentative de l'intervention précoce en France, donc avec... avec 18% des experts qui avaient une expérience, enfin une ancienneté significative, entre 7 et 10%, et 33% qui avaient une ancienneté dans l'intervention précoce entre 2 et 5 ans. Et là, on voit vraiment l'émergence en fait, de l'intervention précoce en France et l'émergence des nouvelles équipes, grâce au financement FIOP principalement, avec un taux d'abandon relativement faible entre les deux tours, 13%. Donc, nous avons proposé 96 indicateurs pour le premier tour. 3 types d'indicateurs, des indicateurs de structure,
donc qui permettait de voir un petit peu la composition des équipes, comment elles étaient formées, comment étaient accessibles en fait les locaux. Des indicateurs de processus permettant d'évaluer la façon dont étaient faites les choses, et des indicateurs de résultats qui sont à mon sens primordiales puisque c'est l'essence même de la pratique. Donc des indicateurs sur la qualité de vie des patients, sur la réinsertion dans l'emploi, les études. Et chaque indicateur se composait de 3 items, une définition, la justification et l'outil de mesure, en tout cas la mesure qui avait été réalisée. Et on demandait aux experts de classifier ces indicateurs selon 3 critères, la pertinence, la priorité et la faisabilité. Et ces indicateurs étaient organisés en composantes essentielles, puisque à la base, c'était vraiment, on voulait s'assurer que chaque dispositif respectait en fait les composantes essentielles qui étaient décrites dans la littérature internationale. Vous les voyez ici, je ne vais pas toutes les relister, puisque je vais les parcourir ultérieurement. Donc, sur les 96 indicateurs qui ont été proposés pour le premier tour, ont été retenus entre le premier et le deuxième 45 indicateurs. On a retenu les indicateurs pour lesquels la pertinence était supérieure à 7 pour 80% des votants, c'est ce qui est demandé en fait par la littérature. Et on a aussi conservé les indicateurs pour lesquels il y avait moins de 50% de non faisables. Donc on voulait vraiment s'assurer de la faisabilité du recueil de l'indicateur. Ce qui nous a permis donc d'arriver à 45 indicateurs sur le deuxième tour qui ont été reproposés au deuxième tour et ces 45 indicateurs ont tous été retenus sur le deuxième tour. Au niveau de la répartition, on avait 13 indicateurs de structure, 29 indicateurs de processus et 54% d'indicateurs de résultats. Ce qui est intéressant à voir, c'est que finalement, ce sont les indicateurs de résultats qui ont été retoqués le plus, alors que, je pense que vraiment la philosophie de ces échelles de fidélité et de ces indicateurs, c'est vraiment de fournir des outils de pilotage. Et on n'est pas là pour sanctionner les équipes. Et je pense qu'il y a quand même eu cette vision de la sanction par rapport aux indicateurs, ce qui justifie pourquoi les indicateurs de résultats ont finalement été moins retenus que les autres. Donc, sur la composante sensibilisation et promotion, donc, il va être quand même très important de vérifier toutes les actions de sensibilisation qui vont être offertes sur le territoire, donc chaque dispositif fait sur son territoire national, et d'évaluer les résultats par rapport au nombre de nouvelles demandes de prise en charge, et par type de partenaires locaux, ces partenaires étant à la fois issus du secteur sanitaire, mais pas seulement du secteur médico-social ou de la société civile, les familles, les patients, vraiment identifier en fait quel est le rayonnement du dispositif. La formation des équipes, donc on proposait d'identifier le nombre de formations annuelles suivies par les membres de l'équipe. C'est un indicateur qui pose finalement souci de par le fait qu'il est très indépendant, très dépendant du caractère, du soutien institutionnel et des budgets. Donc les équipes avaient peur en fait d'être sanctionnées par rapport à ce type d'indicateur, alors que l'idée c'est d'évaluer et de s'assurer que tous les professionnels des dispositifs soient formés, en prenant compte bien évidemment des freins institutionnels indépendants. Des indicateurs qui concernaient l'organisation et la composition des équipes. Donc, on avait fait le distinguo entre composition d'une équipe minimale, d'une équipe complémentaire et d'une équipe activité. Finalement, il sera important de vraiment définir quelle est la composition minimale d'une équipe. Donc, infirmier, psychiatre, case manager, neuropsychologue, psychologue, assistante sociale, et finalement peut-être de mieux décrire ce qu'on attend pour pouvoir identifier le nombre de professionnels qui font partie de l'équipe, d'identifier le nombre de services qui sont proposés par le DIP. Il sera important aussi d'identifier le temps ETP médical, parce que finalement, il y a plein d'équipes pour lesquelles il y a peu de temps médical, alors que c'est extrêmement important d'avoir un médecin au sein du dispositif. Tout ce qui est critères d'évaluation du case management au sein de l'équipe, pas de surprise, tout ce qui est délai d'attribution, case load, etc., ce sont des indicateurs qui ont été conservés et qui sont extrêmement importants. Facilitation d'accès aux soins, donc là encore, important d'évaluer quelle est la tranche d'âge cible qui est prise en charge, sachant qu'on avait proposé une tranche d'âge cible qui était comprise entre 12 et 35 ans et que les retours, c'est plutôt
réduire la tranche d'âge cible à 15-30 ans en insistant que pour les équipes qui élargissent à 12 ans, il y ait un pédopsychiatre dans l'équipe. En tout cas, qu'il y ait un partenariat qui soit fait au moins en externe avec des pédopsychiatres et qu'il y ait un pédopsychiatre dans l'équipe. Tout ce qui est évaluation initiale, donc il était important de pouvoir évaluer s'il y avait une évaluation clinique complète qui était proposée, une évaluation des besoins psychosociaux, une évaluation neuropsycho, que la restitution auprès des patients soit bien faite et que les familles participent à la prise en charge. Donc les premiers indicateurs que vous pouvez voir au niveau de la vérification en fait, du délai entre le contact et le rendez-vous médical, ce sont des indicateurs qui ont posé problème, mais je pense que c'est parce qu'on n'avait pas assez spécifié la durée attendue. Donc il sera vraiment important de pouvoir accompagner en fait, ces notions d'indicateurs et de durée par des descriptions précises des attendus. Sur tout ce qui est plan de soins personnalisé, plan de soins individuels et personnalisés et l'évaluation globale annuelle, pas de débat particulier sur le recueil des indicateurs. Tout ce qui concerne les interventions médicales, donc tout ce qui est évaluation des prescriptions d'antipsychotiques et des recommandations, de la fidélité aux recommandations internationales, soutien de la santé somatique et hygiène de vie, soutien à l'activité physique, toutes les interventions ciblant la consommation de substances. Là encore, on s'est retrouvé face à ces problématiques de est-ce qu'il est pertinent d'évaluer le résultat ou plutôt la proposition de l'offre. Donc peut-être accompagner aussi ces échelles de fidélité d'un guide d'implémentation pour vraiment décrire ce qu'on attend par l'évaluation. Enfin, vraiment, dans tous les indicateurs, ce qu'on voit, c'est que c'est important d'accompagner ça par des guides, des recommandations et de la formation. Intervention psychologique. Alors, j'ai été relativement surprise de voir que la composante TCC était une composante qui était finalement qui posait problème parce qu'on se rend compte que finalement la disponibilité des professionnels formés au TCC sur le territoire, elle est encore très disparate, alors que c'est vraiment une composante qui est essentielle dans le domaine de l'intervention précoce. Donc, à l'initial, on aurait pu penser qu'on supprimait cet indicateur, alors que pour moi, il est vraiment essentiel et il va vraiment falloir revenir sur sa formulation pour, bien évidemment, maintenir les indicateurs relatifs aux prises en charge TCC. Pas de débat sur le critère de prévention et de gestion des situations de crise, en proposant vraiment un plan de soins et de crise personnalisé et mesurer combien de patients le suivent, l'ont signé, et surtout, est-ce qu'on a limité la crise en mesurant en fait les durées d'hospitalisation qui ont été soit non programmées, enfin le taux d'hospitalisation qui a été non programmé sous contrainte, pour montrer en fait le bénéfice de ces modalités de prise en charge sur ces composantes. Et tout ce qui est donc bien évidemment des indicateurs relatifs à la prévention et l'organisation pour les perdus de vue, la préparation de la sortie et le relais effectif, s'assurer que le patient soit bien accompagné lorsqu'il sort du dispositif et qu'il ne se retrouve pas dans la nature, et des indicateurs qui concernent l'accompagnement des proches, avec l'importance d'avoir un référent famille au sein des dispositifs. Là aussi, très surprenant, on proposait qu'on évalue le nombre d'ETP référents famille ou proches, et certains commentaires nous ont dit, mais finalement, c'est un peu tout le monde qui peut faire la prise en charge familiale, et finalement, toute l'équipe s'intéresse à la prise en charge familiale, alors que c'est vraiment important que ça soit formalisé. Et tous les indicateurs qui concernent la formation des équipes, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on était vraiment sur l'importance d'évaluer en fait que tous les professionnels des dispositifs d'intervention précoce bénéficient de la meilleure formation possible, et de vérifier qu'il y ait des réels engagements dans la formation continue, mais qui seront très dépendants en fait des budgets et du soutien institutionnel des équipes. J'ai fait très vite, mais je sais que vous êtes tous fatigués et que vous avez envie de manger. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il sera très important de bien rédiger les indicateurs
et vigiler à la perception de leur utilisation. Je répète que ce sont des indicateurs qui sont faits pour donner des outils de pilotage et en aucun cas pour identifier les bons et les mauvais élèves. On est vraiment dans une logique d'amélioration continue. Et il y a un vrai travail à faire quant à cette modification de la perception auprès des équipes. Distinguer quels sont les indicateurs à retenir à destination des centres référents régionaux. Tout ce qui est indicateur relatif à la recherche, etc., c'est peut-être des données qui concernent un peu moins certains centres et un peu plus d'autres, mais l'idée, c'est que vraiment tout le monde s'y mette et qu'on arrive à faire avancer aussi par la recherche les pratiques. Et des difficultés quant au système d'information actuel, qui sont essentiellement basés sur le diagnostic et les hospitalisations, et via lesquels il est difficile de mesurer tout ce qui est prescription, etc., et penser au développement d'un système d'information dédié, et on voit que c'est tout à fait possible avec le modèle canadien. Les travaux à réaliser et que Amal Abdelbaki a largement motivé, c'est compléter en fait ce travail par une évaluation avec les usagers, extrêmement important, qui n'apparaissait finalement pas assez dans le travail fourni, et faire valider en fait ces indicateurs retenus par les experts internationaux. Soutenir l'émergence d'équipes nouvelles grâce à l'élaboration du fameux guide d'implémentation sur lequel on travaille et qu'il est essentiel d'accompagner et de sortir, et de développer l'offre de formation accessible, permettant à toutes les équipes d'avancer dans leurs pratiques et tout en gardant une certaine flexibilité pour adapter les attendus aux contextes locaux régionaux. Je remercie les personnes qui ont contribué à ce travail, à savoir Emmanuel Chevalier, Simone Marchini, l'ensemble des membres de la task force qui sont essentiels, et merci vraiment pour tout le travail fourni, et l'ensemble des répondants à l'enquête, parce que c'était une enquête qui était longue et fastidieuse, et vous avez tous participé, donc un immense merci. Merci beaucoup Lydie Matevet. Donc vous avez bien noté que nous avons la chance d'avoir une Lydie dans le réseau Transition et en France. Au Québec, ils en ont 4. J'ai calculé que si on voulait être raccord par rapport à la population du Québec, il nous faudrait 35 Lydie Matevet. Alors sans aller jusque-là, je pense qu'à un moment, si on veut poursuivre correctement cette démarche d'amélioration, eh bien, il va falloir trouver la manière de renforcer considérablement cette équipe. Je retiens particulièrement la notion d'un système d'information dédié qui est maintenant essentiel. Je ne sais pas s'il y a une très courte question dans la salle, parce que tout le monde crève de la dalle, mais il y a peut-être quelqu'un qui a une... Pendant que j'ai le micro, je voulais remercier le travail invraisemblable que mène Lydie, et je pense qu'il faut chaleureusement la remercier. C'était effectivement très intéressant, particulièrement pour moi, là. Je me demandais, est-ce que vous avez pensé aussi sonder les cliniciens qui ne sont pas psychiatres? Parce que je vois que c'est beaucoup des psychiatres qui ont répondu au sondage. Je me demandais si vous pensez que les réponses pourraient être différentes sur certains systèmes. Effectivement, en fait, il a été demandé que les experts de la task force répondent à titre individuel, mais le reste des cliniciens ont vraiment répondu de façon par équipe. C'est ça. Donc, on a la vision globale des équipes. Alors, je vous en prie. Alors, on a, allez, une toute petite question supplémentaire. Monsieur Mariotti. C'est juste une remarque, mais elle sera très rapide, sans rentrer dans les détails des échanges qu'on peut avoir par ailleurs. Donc, moi, je suis directeur du Vinatier et président de l'ADES, donc je veux dire que je représente, avec des guillemets, les institutions. Moi, c'est la première fois que je participe comme tel à votre journée. Je trouve quand même qu'à 70 établissements ou un peu plus maintenant, au regard de ce que vous présentez, ça commence quand même à devenir tout à fait consistant et tout de même très impressionnant au regard de ce qui ne se fait pas ou de ce qui ne se fait pas beaucoup par ailleurs dans notre pays. Et ça pose quand même la question de savoir à quel moment les institutions trouveront matière à plus s'impliquer, non pas pour prendre le relais, mais pour soutenir. Je pense que la question,
on voit qu'aujourd'hui, elle est quand même sous-jacente au point de maturité auquel vous arrivez. Et je voulais vous en remercier. Pas vous en féliciter, parce qu'en général, c'est du surplomb, mais vous en remercier.